Alors les amis, est-ce que vous vous posez des questions sur votre travail comme est-ce que je suis toujours à la bonne place ou dans la bonne entreprise ? Moi, vous savez, je me suis moi-même posé toutes ces questions et j'ai fait le grand saut il y a plus de 17 ans en changeant de voie et de métier. Et j'ai mis plusieurs années à mettre en place mon changement professionnel et j'aurais aimé à l'époque pouvoir être accompagnée. C'est pourquoi aujourd'hui je suis heureuse de vous présenter notre partenaire, Chance, qui propose un bilan de compétences 100% en ligne pour vous aider à construire votre projet professionnel. Avec Chance, vous alternez des activités en ligne et des visios avec un coach professionnel choisi sur mesure pour vous aider à renouer avec vos aspirations profondes. Et le petit plus que j'aime particulièrement et qui change tout, c'est la force et la présence de la communauté Chance. En résumé, un vrai accompagnement sur 12 semaines pour construire le projet pro qui sera en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors en plus, le parcours est 100% finançable grâce à votre compte personnel de formation. Alors les amis, c'est le moment de profiter de la fin de l'année pour prendre du temps pour vous et préparer dès maintenant 2023. Rendez-vous sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou plus dans votre boulot. Bienvenue dans la toute nouvelle série Métamorphose sur la pédagogie positive avec Isabelle Paillot. Mon invitée pour cette série en 6 épisodes est psychologue clinicienne du travail et des apprentissages, auteure de nombreux livres best-sellers sur la pédagogie positive, mais aussi dirigeante de la Fabrique à Bonheur. Durant 6 semaines, nous aurons la chance avec Isabelle de réenchanter nos vies, du parcours du petit enfant à l'adulte serein en devenir. Ainsi, nous allons mieux comprendre le lien entre une tête qui pense, un cœur qui ressent et un corps qui met en œuvre. Tout un joyeux et passionnant programme. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Dans l'épisode de cette semaine, nous retrouvons notre invité du vendredi pour faire notre bilan d'éducation ou de parentalité et comprendre quelles sont les casseroles que nous transmettons, car comme disait la célèbre pédiatre psychanalyste Françoise Dolto, on ne naît pas parent, on le devient. Bonjour Isabelle Paillot. Bonjour Anne. Alors je suis ravie de te retrouver aujourd'hui et on va parler de ces grandes croyances familiales qui font qu'on construit des personnalités. Alors moi j'adore comment tu les appelles parce qu'on se retrouve tous dedans, puis ça fait écho à une collection de petits livres un peu sur le sujet. C'est Monsieur Je fonce, Madame Parfaite, Madame J'ai peur, Monsieur Je fuis, Madame J'ai vite. On pourrait en faire des antennes comme ça, on est d'accord. Oui, on en a plein. C'est les Monsieur Bonhomme là ou Madame, je sais plus comment. C'est ça, les Monsieur et Madame là. Les Monsieur et Madame, oui. Effectivement, on va se construire, on va avoir un rôle qui nous est assigné dans notre famille et auquel, heureusement et malheureusement, on va se conformer. Et c'est ça qui va être difficile ensuite de décoller les étiquettes qui nous ont été collées, le rôle qu'on nous a assigné, pour pouvoir devenir nous-mêmes, pour aller à la recherche de notre identité profonde, qui on est vraiment, quels sont nos talents, quel rôle on doit avoir, quel rôle réel, comment je vais agir dans le monde. On sait qu'on est de passage, et comment je vais mettre une petite empreinte, en tout cas, agir autour de moi. Donc ça, c'est difficile d'aller à la recherche de soi-même si on a été enfermé très tôt dans un autre rôle et on est à côté de soi. On nous a donné un autre costume, donc il va bien falloir s'en débarrasser. Alors c'est le costume qu'on nous a assigné ou qu'on s'est assigné par construction d'une éducation. Oui, absolument. On va aussi s'assigner parfois un rôle parce que on aura senti quelque chose. Et c'est drôle parce que justement, je parlais de ça hier. Je suis en train de coécrire un livre et donc avec mon co-auteur, ma co-autrice, me racontait que en fait, elle était la joyeuse de la famille. Pourquoi ? Parce que ses parents se disputaient beaucoup et qu'elle avait vraiment besoin d'amener de la légèreté, de la drôlerie, quelque chose de léger pour aider la famille à aller bien. Donc, elle s'est auto-assignée ce rôle de la joyeuse et on lui a collé cette étiquette-là. Ça veut dire que si je m'assigne ce rôle-là, j'ai pas beaucoup de place pour être triste quand je suis triste. Je n'ai pas tellement le droit d'être en colère. Donc, il y a plein d'autres émotions qui
que je ne peux pas aller explorer sans risque. Oui, ça, elles n'ont pas voix au chapitre, en fait, ces émotions-là. Absolument, oui. Est-ce qu'on peut s'assigner plusieurs rôles? C'est-à-dire que je suis à la fois Madame je fonce et Madame je fuis. Enfin, là, ils ne sont pas tellement compatibles, mais en tout cas, plusieurs masques comme ça. Il y en a certainement un dominant, j'imagine. Là, par exemple, dans l'exemple que tu donnais, la joie. Mais est-ce qu'il peut y avoir des sous-personnalités? Est-ce que ça a à voir avec ces sous-personnalités, justement? Oui, on peut l'avoir, mais en fonction du contexte. On voit effectivement des enfants qui vont avoir un rôle à la maison et qui vont être très différents à l'école ou très différents à l'extérieur. Donc, ça dépend de la manière dont on se sent accepté et accueilli. Pour être vraiment soi-même, il faudrait être accueilli pleinement. C'est Vincent Houba, que j'adore, que tu connais, qui dit ça. Quand tu arrives au quai numéro 2 et on te dit « Désolé, on ne te veut pas à ce quai-là, tu vas te déplacer au quai numéro 12 ». Et donc, tu prends tu vas prendre un autre costume et tu vas être quelqu'un d'autre pour te sentir aimé, pour te sentir accepté, parce que l'amour inconditionnel, c'est un peu difficile à mettre en place. Donc, il y a un contexte, il y a l'accueil qu'on nous accorde, etc. Donc, on va avoir ces différentes personnalités pour s'ajuster. Et puis, parce qu'on apprend en même temps, on apprend en grandissant à interagir avec les autres. Et c'est cette interaction qui va nous dire qu'on doit aller dans une direction ou dans une autre. Et au fur et à mesure, on ne va plus avoir besoin de ce costume, puisqu'on va se montrer tel qu'on est et on va sentir si on est accepté ou pas. Donc, enfant, c'est toujours un ajustement. On va sentir à quel moment on doit être joyeux pour alléger ses parents, ou au contraire être très pénible pour que les deux soient très focus sur nous et ne pensent plus à leur discorde. Donc, on va prendre des rôles, des fonctions comme ça pour aider notre environnement. On ne décide pas d'être pénible juste parce qu'on a le fusible pénible qui est plugué à l'arrivée sur Terre. Ça n'existe pas. Un enfant qui est pénible de nature, ça ne marche pas comme ça. Donc, on s'adapte à notre environnement et donc, on va prendre des rôles et effectivement, on peut s'assigner différents rôles en fonction du contexte. C'est vrai qu'on a l'impression parfois que certains rôles peuvent être plus agréables que d'autres. Quand tu prends l'exemple du pénible, c'est vrai que quelqu'un qui est casse-pied, on a le sentiment que c'est moins facile peut-être de naviguer dans la vie que quelqu'un qui a la joie un peu comme ça, même si elle est un peu fake, enfin fausse, que c'est un faux self en réalité. Il y a des comportements qui sont beaucoup plus accueillis, c'est-à-dire qu'un enfant qui va être le calme, on va lui coller l'étiquette du calme, même si à l'intérieur c'est très volcanique, le calme c'est arrangeant parce qu'en classe on va dire ce petit garçon, cette petite fille, on ne l'entend pas, c'est un bonheur, donc on va valoriser un certain type d'attitude comme rentrant parfaitement dans la norme, et du coup on ne sera pas autorisé à autre chose. C'est pas très gênant d'être calme ou d'être colérique, etc., si on peut naviguer sur une palette. Mais quand on est coincé dans un rôle, quand on est enfermé dans ce rôle-là, et qu'on nous reproche d'en changer, un calme qui commencera à s'agacer, on va lui dire « Ah dis donc, je te connaissais pas comme ça, finalement, t'es pas si calme qu'on le croit. » Tu m'as pas habitué à ça, quoi. Voilà, ça va être un reproche, et du coup, on est rejeté pour notre expression, pour ce qu'on montre de nous-mêmes. Donc c'est ça qui est très difficile. Ce sont ces étiquettes qu'on nous colle et qu'on conserve parce que c'est une protection. Moi, j'avais cette conscience aiguë de cela. Je me souviens quand mes filles étaient enfants et on me disait beaucoup « Qu'est-ce qu'elles sont sages, vos filles !» devant elles. Et ça me mettait, mais alors, en pétard, parce que je me disais, déjà, ça m'embêtait de répondre et d'aller contre ce que disait effectivement une maîtresse. Comment est-ce qu'on peut agir quand on entend ça et qu'on n'est pas d'accord en tant que parent avec ça? On peut dire, effectivement, il y a une partie d'elle qui est sage. Alors moi, j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire, sage. Parce que souvent... c'est un peu inquiétant en plus de dire ça en disant, mais elle parle pas, elle est dans son ça veut coin, dire quoi, sage? Ça veut dire pas bouger, ne pas déranger. Quelle est la définition de sage? Ou bien elles ont une conscience ultra développée et ce sont des sages. Oui, c'est ça, des bouddhas. Oui, des bouddhas, des vieilles âmes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On peut dire, oui, effectivement, c'est une partie
c'est une partie de mon enfant. Et puis, il y a d'autres morceaux qui sont aussi intéressants à découvrir. Donc, parfois, elles sont fofolles. Elles aiment bien sauter partout. À d'autres moments, elles vont être tristes. Pour montrer qu'on a une palette émotionnelle, on a une palette de comportements et qu'on a le droit de naviguer sur cette palette. On n'est pas assigné à une seule couleur. Vraiment, il faut aller partout. Alors toi, tu proposes d'aller vraiment à la découverte un peu de ces casseroles quand on est adulte et de se demander de quoi ai-je peur pour déjà ne pas ensuite refléter ses peurs personnelles devant ses enfants. Mais c'est pas évident de se poser cette question. De quoi ai-je peur ? Ce qui est intéressant, c'est de se dire, c'est de pouvoir toujours se poser un instant et pouvoir se dire quelle a été la couleur principale de mon enfance, par exemple. Moi, la couleur principale de mon enfance, c'était la peur. Tout le temps. Donc, c'est pas très... Et pourtant, moi, j'ai beaucoup de joie en moi qui n'était pas possible d'exprimer à l'époque. Ah mais... oui, tu n'étais pas cet enfant en joie qu'on voit maintenant. Ah non, mais moi, je suis allée récupérer ma joie. C'était impossible pour moi de montrer cette chose-là, parce que si je montrais de la joie, elle était tout de suite arrêtée. C'était pas possible, c'était trop bruyant, ça n'allait jamais. Donc voilà. Donc moi, cette joie dérangeait en fait. Oui, c'était une joie très dérangeante. Donc vraiment, mon émotion principale d'enfant, c'était la peur, qui à l'adolescence s'est transformée en colère, forcément, puisque quand on a peur, on est en colère. Et finalement, pour enfin aller pouvoir récupérer ma joie au bout de la route. Donc c'est intéressant de se dire... Pourquoi cette peur était là ? De quoi avais-je peur ? Donc, et de pouvoir aller chercher chaque chose. Alors, moi, en l'occurrence, c'était un danger réel. Physique. Physique, à l'intérieur de la maison. Mais qui s'est traduit après par les peurs de ne pas être ce qu'on attendait de moi, de ne pas faire la bonne chose, la peur de se tromper, donc, voilà, etc. Donc, quand on va à la recherche de ça, qu'on comprend qu'il y a un contexte et qu'on est sorti de ce contexte parce que devenu adulte, on a la main sur ce qu'on fait logiquement. On est grand, ça y est, on est autonome et responsable. On va pouvoir dire, est-ce que cette peur m'est encore utile ? En quoi est-ce qu'elle me protège encore ? Peut-être en partie, peut-être que la peur, elle est utile à une certaine dose. En revanche, si elle est trop envahissante et que j'ai toujours la même peur qu'enfant quand je n'étais pas en mesure de contrôler ma vie, mon environnement, elle est envahissante, elle me paralyse, elle m'empêche de progresser devenue adulte. Donc c'est d'aller voir toutes ces émotions-là qui étaient présentes, d'aller voir ces assignations ou bien ce qu'on nous projetait. Par exemple, moi, j'ai souvent entendu que j'étais vraiment égoïste comme ma tante. Et donc, c'est formidable. La comparaison sympa. Voilà, la comparaison. Donc, ce qu'on nous projette, est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on le garde pas ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? Est-ce qu'on arrive à s'en débarrasser et à se dire que l'adulte qui nous a projeté ça quand on était enfant avait raison ou pas raison ? Donc, sur notre chemin d'enfance, heureusement, il n'y a pas que des projections négatives. Il y a aussi des témoins bienveillants qui nous regardent, qui nous reflètent une partie lumineuse qu'on ne peut pas voir tout seul. Donc, il est toujours temps de s'asseoir, d'écrire ou d'y penser et de dire qu'est-ce que j'ai entendu de moi étant enfant ? Et est-ce que je le crois ? Est-ce que je le crois encore ? Est-ce que je sens dans mon corps que c'était juste ? Ou est-ce que je sais que c'était une projection ? Parfois, on en a parlé avec Sarah Jolien-Fardel dans un épisode sur les empêchements. Elle est romancière, elle n'est pas psychologue ni psychothérapeute, mais on s'est questionné vraiment sur ce mystère, certainement dans les mécanismes aussi de compensation, qui fait que certaines personnes, et tu l'as dit, certaines personnes ne sont pas prêtes en fait à aller voir ça parce que ça pourrait être finalement, on est tellement suradapté que ça pourrait être aussi dévastateur de retirer cette chape de plomb peut-être trop rapidement ou à un moment où on n'est pas prêt. Il faut faire attention quand on va enlever tout ça, quand on va
changer d'habit, il faut y aller tranquillement, effectivement, vaut mieux être accompagné. Parce que comme tu le dis, si ce mécanisme de défense, par exemple, si on prend la peur, on est dans ce mécanisme-là, et la peur me permet d'éviter des situations, de ne pas me mettre en danger, je ne prends pas beaucoup de risques, etc. Ça me contient et c'est rassurant. Il y a toujours un bénéfice, ça n'est pas qu'un point négatif. Oui, l'esprit bien fait, l'être humain. L'inconscient, il est super, il va nous mettre en place des mécanismes de défense qui nous permettent de vivre malgré tout, même si parfois c'est inconfortable. De survivre parfois. Oui, de survivre, et ça nous empêche de faire des choses, mais on va pouvoir continuer d'avancer. Si on veut se débarrasser de ça, si on veut commencer si on sent surtout, et on le sent, que ça va plus, on n'est pas bien installé en soi, on a une énergie qui est basse, on a un regard sur soi qui n'est pas terrible, on ne sait pas d'où ça vient, mais ça colle. Il y a quelque chose qui est un peu gluant, on va dire. Le costume n'est pas ajusté, quoi. N'est plus adapté. Là, il y a une nécessité de métamorphose. Voilà. Il y a vraiment une nécessité de changer de carapace. Et en tout cas, ou ne pas en prendre une nouvelle, mais de rentrer à la maison, de revenir à soi, d'aller trouver qui on est vraiment avec ses lumières et ses ombres. Et donc, il faut y aller doucement, parce que sinon, ça peut nous péter à la figure, puisqu'on n'a connu que ce mécanisme-là. Donc, si on connaît que ça, forcément, c'est comme quand on ouvre une cocotte minute. C'est un peu la vision, quoi. Et si la pression n'est pas descendue progressivement... Oui, et ça peut exploser. Moi, je pense qu'on a plus peur que ça explose que l'explosion réelle, en fait. Souvent, c'est moins dangereux qu'on l'imagine. Ça dépend peut-être de la nature, quand même, des traumas. Oui, effectivement. Si c'est souvent, majoritairement, on a tous des petites névroses, mais qui sont bien installées. Mais quand on a connu quelque chose qui est assez costaud, on va y aller en douceur. On ne va pas tout d'un coup se transformer en un mois, ça n'existe pas. Oui. Alors vous, je dis vous, dans le cadre aussi du cabinet, de la Fabrique à Bonheur, vous parlez de bilan d'éducation ou de parentalité. Ça permet quand même de faire un... Qu'est-ce que c'est ? C'est un espèce de check qu'on peut faire ? Oui, c'est ce point qu'on va faire en disant quelle éducation j'ai reçue. Est-ce que cette éducation, elle m'a fait du bien ou pas ? En partie ou en totalité ? Qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je ne garde pas ? Donc peut-être que je ne vais pas garder certaines projections, mais que je vais garder des valeurs qui m'ont été transmises et qui sont super, et que je veux absolument continuer à mettre en œuvre, et peut-être avec mes enfants. Donc, quand on fait ce point-là, ce bilan d'éducation, ça va nous permettre après, si on est parent ou si on veut devenir parent, de faire un bilan de parentalité. Qu'est-ce que je ne veux pas donner à mes enfants ? Qu'est-ce que je ne veux pas projeter ? Par exemple, je prends cet exemple très personnel, qui est que pour moi, cette peur était liée à une insécurité permanente, vraiment dans l'enfance. Et pour moi, la sécurité, c'était la chose la plus importante que je pouvais amener à mes enfants. En premier. Et l'amour en deuxième. Bien sûr, les deux sont liés. Mais je voulais absolument que mes enfants se sentent en sécurité. Qu'ils sachent qu'ils pouvaient compter sur nous tout le temps. Ce qui est toujours vrai aujourd'hui. Ils sont grands, mais voilà. Moi, j'ai la fonction emergency qui se met en route automatiquement si un de mes enfants m'appelle. Parce que pour moi, il faut absolument qu'ils se sentent en sécurité. Donc, je n'ai pas gardé cette insécurité, que je suis allée travailler de mon côté. Je ne voulais pas leur projeter ça. Et je ne voulais pas qu'ils portent ce poids-là, qui est le poids de mon histoire, mais qui n'est pas le leur. D'ailleurs, c'est étonnant, parce que quand on est avec toi, et je te connais depuis un moment, donc c'est vraiment quelque chose que je ressens profondément, on se sent en sécurité. Donc, j'imagine que tu n'as pas choisi non plus ton métier par hasard. Oui. Parce que c'est vrai qu'un thérapeute qui est vraiment insécure, enfin un psy qui est insécure, bon, ça peut être une autre forme de thérapie, c'est intéressant aussi, parce que ça fait certainement écho, mais on sent qu'il y a vraiment aussi quand même cette sécurité chez toi maintenant. Oui, c'est quelque chose qu'il faut aller chercher, ce dont on a manqué. Si on n'a pas pu le recevoir de l'extérieur, il va falloir se le donner, il va falloir aller le travailler, il va falloir l'installer en soi. Parce que c'est important, et que je pense que profondément, il y avait quand même quelque chose de très structurel à l'intérieur de moi. Et je suis allée
solidifier cette structure qui était malmenée dans l'enfance. Donc, qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je ne garde pas? Par exemple, ce que je garde, moi j'avais un père qui était très rigolo. Il était très drôle et c'était comme un enfant très joyeux. Cette joie-là, je l'ai gardée infiniment. Celle que j'ai pas pu exprimer enfant, je l'ai vraiment gardée en moi et ça a pu se révéler quand j'ai moi-même eu des enfants. J'ai libéré cette joie-là et ce qui est assez... Oui, qui est une énergie de vie c'est assez jubilatoire. Oui, qui me porte. Enfin, moi, j'adore vraiment. Donc, c'est ça, ce bilan d'éducation. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas, et d'aller à la découverte de soi, pour ensuite ne pas passer ces casseroles à ses enfants. Ils auront les leurs, ils auront leur chemin, etc. Ils vont s'en débrouiller. Ou en stress en disant je veux être le parent parfait. Oui, voilà. C'est non seulement je veux pas être le parent parfait, mais mon histoire est mon histoire personnelle. J'ai pas à la faire réparer par mes enfants, ni à leur transmettre des casseroles qui sont trop lourdes. C'est ça. Cette idée de... Alors, attends, j'avais une question qui me venait justement par rapport à ce que tu disais. Ce bilan de parentalité ou d'éducation, c'est vraiment quelque chose qu'on fait en cabinet comme ça en one-to-one, ou c'est un dossier où on coche des cases pour se poser des questions? Ça ressemble à quoi concrètement? C'est vraiment, on peut le faire en cabinet, mais moi je pense qu'on peut aussi s'asseoir avec un petit carnet ou pour ceux qui sont accros à leur téléphone, sur leurs notes sur le téléphone, en se posant la question: quelle éducation j'ai reçue? Au départ, alors plus on avance en âge, plus on a tendance à enjoliver nos souvenirs en disant mes parents étaient formidables. C'est de la reconstruction de souvenirs, voilà, c'est ça. On reconstruit son souvenir. Et puis si on se pose vraiment, on peut dire de quoi ai-je manqué? De quoi aurais-je eu besoin que je n'ai pas reçu suffisamment? Et on n'est pas tous pareils. Certains ont besoin de reconnaissance. Moi, j'avais besoin de sécurité. D'autres ont besoin de tendresse ou de beaucoup de signes d'affection. Donc, on n'est pas tous pareils. Donc, qu'est-ce que j'ai reçu et de quoi j'ai manqué? Donc, vraiment, ça, c'est les questions les plus importantes. Ça peut être dur pour certaines personnes qui sont effectivement coupées émotionnellement, physiquement de leurs sensations, de dire de quoi j'ai manqué, de ressentir ça dans leur corps. Au début, oui. Mais si on se pose la question plusieurs fois... Ça vient. Voilà. On envoie la question à notre cerveau qui est super sympa et qui va nous répondre, qui va nous ramener des souvenirs, qui va peut-être nous ramener des rêves. Donc, on va ouvrir cette boîte tout doucement et d'aller ressentir les choses. Donc, ça va se réveiller en douceur. Donc, on peut se poser la question régulièrement. C'est pas poser une question, avoir la réponse tout de suite. C'est un process vraiment, parce qu'on a mis en place des mécanismes de défense, des protections. Donc, comme on disait tout à l'heure, on ne peut pas ouvrir tout d'un coup. Mais si régulièrement, on se dit, tiens, c'était quoi mon enfance? C'était quoi l'éducation que j'ai reçue? Qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé? Qu'est-ce qui était vraiment fort et que je veux conserver? Qu'est-ce qui m'a moins plu et que je ne veux pas reproduire? Par exemple, il y a des enfants, je reçois des adultes qui sont encore en train de régler la compétition dans la fratrie, parce que les parents ont mis ça en place. C'est ça. Et être en compétition permanente, ça ne va pas. Donc, c'est fatigant. Oui, c'est très fatigant. Donc, il y a vraiment de dire, mes parents m'ont apporté ça et pas ça. Donc, de faire le tri, du tri, de ranger. C'est un peu comme le ménage de printemps. Il y a ce qu'on garde et puis il y a des habits dans lesquels on rentre plus et qu'on va donner. Oui, puis moi je trouve ça assez intéressant de voir ça aussi comme une hygiène de vie. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir des traumas ou des gros problèmes dans sa famille ou avec ses enfants pour avoir cette conscience-là, finalement. C'est quelque chose qu'on peut faire régulièrement. Moi, je pense que de s'interroger sur qu'est-ce qui m'a construit. Il y a un moment, on arrête de le faire parce qu'on est suffisamment grand et on a des enfants qui ont grandi aussi, donc on a moins ce questionnement sur l'éducation qu'on a reçue. On a construit autrement, mais c'est important de le faire tout le temps parce que ce bilan d'éducation, il détermine ce qu'on est aujourd'hui. Moi, je vois des adultes en entreprise. Quand je les regarde, et comme on disait dans l'épisode précédent, j'ai l'impression de voir une petite fille de 7 ans, un petit garçon de 9 ans. Je les vois pas si loin de l'endroit où ils sont tombés du pommier, en quelque sorte. Et ils ont gardé ces choses-là, donc ils n'ont pas encore réussi à se débarrasser. Ils n'ont pas complètement investi leur propre identité.
Et ça se voit, ça se sent et ça s'entend. Et c'est une vraie libération d'aller à la recherche de soi-même, de dire qui je suis vraiment, de se sentir à l'intérieur. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est quelque chose que je ressens physiquement, j'ai du mal à mettre des mots dessus, mais d'aller de rentrer à la maison, d'aller à la recherche de soi et d'être vraiment, vraiment soi. Jung parlait du processus d'individuation. Exactement, oui, exactement. C'est ça qui me vient quand je t'entends, avec les gestes aussi que tu fais vraiment de se détacher de nos conditionnements, nos croyances, qu'elles soient collectives ou au niveau d'une société ou individu, ou au niveau de la cellule familiale, etc. Ensuite, est-ce qu'on peut complètement récupérer sa propre identité? Et qu'est-ce que sa propre identité? C'est aussi un chemin de toute une vie. Oui, c'est quelque chose qui est assez long, mais il y a un moment où quand même on arrive à se dire, bon, ce qui est là est bien, c'est pas extraordinaire, mais ça va, je deviens un bon compagnon ou une bonne compagne pour moi-même. Parce que l'idée, c'est quand même ça, c'est plutôt que d'être validé par l'extérieur, c'est est-ce que moi, je me valide? Est-ce que ce que je vois de moi, ma manière d'agir, je trouve ça chouette. C'est ça. Donc c'est parce qu'on chemine toujours avec soi-même. Au bout du compte, on arrive tout seul et on va repartir tout seul. Et on va croiser pas mal de monde dans cet entre-deux. Mais au bout du compte, il y a vraiment à pouvoir à un moment se donner un peu d'amour, réussir à s'accepter tel qu'on est, pas tel qu'on imaginerait ou qu'on devrait être, etc. De dire, ce qui est là est bien, il n'y a pas mieux. J'entends souvent l'histoire de être la meilleure version de soi-même, mais il n'y a pas de meilleure version de soi-même. La version, elle est déjà très bien dès le départ. Je déteste cette expression. Je ne supporte pas cette expression. Il n'y a pas de meilleure version de soi-même, il y a ce qui est là, ce qui est donné. Donc, c'est déjà bien. Là, on repart dans des injonctions de développement personnel parfois un peu rapides, effectivement. Oui. Et le tout, c'est de pouvoir s'accepter et d'avoir fait vraiment le bilan en disant, ce qui est là est vraiment chouette. Alors ça, c'est très bien. Et puis, comme on a parlé du corps, si jamais vous prenez cette série en cours de route, et c'est tout à fait OK, les épisodes peuvent être entendus indépendamment. Mais si vous voulez revenir sur le corps avec un petit exercice, Isabelle en a parlé dans l'épisode de la semaine dernière. Voilà, l'épisode numéro 1. Merci Isabelle, à la semaine prochaine. Merci Anne, à bientôt. Merci infiniment du fond du cœur Isabelle Paillot pour tous ces apprentissages qui nous aident à être des adultes en lien tête, cœur, corps grâce à la pédagogie positive. On peut te retrouver sur ton site internet lafabriqueabonneur.com où tu proposes des ateliers, formations et conférences ainsi que tous tes livres comme le best-of Apprendre autrement avec la pédagogie positive aux éditions Erol. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Deezer et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.